Si je vous dis investir en bourse, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit? Pour beaucoup de Français, ce mot, c'est le mot risque. Et on peut facilement les comprendre. Les médias ne parlent que des marchés lorsqu'il y a une crise et qu'ils s'effondrent. Les Français qui investissent sérieusement en bourse sont peu nombreux. Et on connaît tous un cousin ou un oncle qui a perdu pas mal d'argent en achetant des actions. À côté de ça, l'immobilier apparaît comme une solution beaucoup plus sérieuse. Les grands médias en disent du bien, beaucoup de Français cherchent à investir dans l'immobilier et on connaît tous quelqu'un dans notre famille qui a gagné pas mal d'argent en revendant son appartement ou sa maison. Pas étonnant du coup qu'autant de Français préfèrent garder leurs économies sur leur livret A et s'en servir ensuite d'apport pour investir dans l'immobilier. Pourtant, lorsqu'on regarde les statistiques de plus près, les chiffres sur le long terme, la bourse est souvent située devant l'immobilier en termes de rendement moyen. Ça s'explique car notamment vous allez avoir beaucoup moins de frais en bourse. Vous n'allez pas avoir les frais de notaire, ni les frais d'agence, ni les frais d'entretien ou de réparation. L'Institut de l'épargne a publié cette étude récente qui montre que sur les 40 dernières années, acheter des actions était la chose la plus rentable que vous auriez pu faire avec votre argent. Vous auriez obtenu en moyenne 13% de rendement par an. Et même l'immobilier à Paris, qui a pourtant explosé en valeur ces dernières années, vous aurait donné un moins bon résultat. Alors, comment peut-on expliquer ce paradoxe? Pourquoi les Français préfèrent-ils toujours investir dans l'immobilier alors que cela demande généralement plus d'argent, plus de temps et que cela en moyenne rapporte moins? Et pourquoi la bourse, qui est le placement le plus rémunérateur sur 40 ans, possède toujours une aussi mauvaise réputation en France? Déjà, je pense que la première chose qui est bien importante de comprendre, c'est que ces 13% de rendement par an, évidemment, c'est une moyenne. Il va y avoir des gens qui vont gagner bien moins avec la bourse, voire même perdre de l'argent. On va les appeler les débutants. Et il va y avoir également des gens qui vont gagner bien plus avec la bourse. On va les appeler les pros. Alors, évidemment, la question à 1 million d'euros, c'est qu'est-ce qui fait la différence entre les débutants et les pros? Eh bien, je pense qu'on pourrait le résumer en une phrase simple, et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans plein de domaines différents. Les pros font moins d'erreurs que les débutants, tout simplement. Par exemple, un joueur pro d'échecs va faire moins d'erreurs sur l'échiquier qu'un joueur débutant d'échecs. Et c'est pour ça que le pro va gagner plus souvent ses parties. De même, un investisseur pro va faire moins d'erreurs qu'un investisseur débutant et c'est pour ça qu'il va se retrouver au final avec une meilleure performance. En bourse, beaucoup de gens ont de mauvais résultats avec leurs actions et plutôt que de chercher à comprendre leurs erreurs, ils disent que c'est la faute de l'économie. Ça serait un petit peu comme tirer un penalty au foot, le louper et dire que c'est la faute du ballon. Alors oui, vous pourriez me dire, mais attends Roman, il y a quand même une part plus importante de chance dans les investissements que dans le football ou les échecs. Et c'est vrai, sauf que même dans les jeux où le hasard a une part importante, comme par exemple le poker, vous allez avoir des joueurs pros de poker qui vont gagner bien plus souvent des tournois que des joueurs débutants. Tout simplement car à nouveau, ils vont commettre moins d'erreurs statistiques. Attention, par pro ici, j'entends pas forcément professionnel, mais simplement quelqu'un qui a développé un bon niveau. Je pense que la bourse n'a pas besoin d'être votre métier à temps plein pour que vous puissiez réussir avec. Et je connais plein de gens qui ont de très bons résultats sur leur portefeuille boursier en y passant seulement 2-3 heures par semaine. Pour revenir à notre question, je pense que si aujourd'hui l'immobilier a une meilleure réputation que la bourse en France, c'est tout simplement parce que je pense que l'investisseur moyen en immobilier a tendance à commettre moins d'erreurs que l'investisseur moyen en bourse. Étant donné qu'il faut poser au moins 100 000 euros sur la table et s'endetter sur 20 ans pour acheter un bien immobilier, les gens réfléchissent généralement à 2 fois à ce qu'ils sont en train de faire avec leur argent. Ils vont demander conseil, se former, vérifier l'état du bien, regarder les prix du marché. Bon, ce sont des choses assez simples, mais qui permettent déjà de réduire drastiquement les risques de perdre de l'argent. Au contraire, les actions en bourse et
étant beaucoup plus accessible. Vous pouvez aujourd'hui commencer simplement avec votre smartphone et 100 €. Je pense que beaucoup d'investisseurs débutants se lancent dans la bourse sans trop y réfléchir. Ils n'ont pas vraiment de stratégie précise en place, ils font un petit peu comme ils le sentent et ils achètent les premières actions dont ils entendent parler sans faire aucune vérification au préalable. C'est évidemment un comportement risqué, un comportement de débutant qui entraîne forcément des résultats de débutant. Moi-même, je me souviens quand j'avais 20 ans, les premières actions que j'ai achetées sur mon PEA Boursorama en 2015, comment vous dire, c'était du grand n'importe quoi. Je n'y connaissais strictement rien à la bourse et je ne savais pas du tout ce que j'étais en train de faire. C'était pas la bourse qui était risquée, c'était mon comportement. Les risques ne sont pas dans le véhicule, mais dans celui qui le conduit. Si vous n'avez jamais conduit une voiture et que je vous mets au volant sur une autoroute à 130 km/h, évidemment, c'est risqué. Par contre, si vous commencez tranquillement votre apprentissage sur un parking avec un moniteur qui vous explique ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire étape par étape, vous serez évidemment beaucoup plus confiant lorsqu'au final vous vous retrouverez sur l'autoroute. Eh bien, c'est exactement pareil en bourse et je pense que si vous souhaitez progresser rapidement, il va y avoir deux priorités. La première, c'est d'apprendre les grosses erreurs, les pièges qu'il faut vraiment éviter pour ne pas perdre de l'argent. Et la deuxième, qui est aussi très importante, c'est de commencer à accumuler de l'expérience sur le terrain avec un petit capital. Voilà, vous avez à la fois une bonne partie théorique et une bonne partie pratique. Et même si faire des erreurs, c'est évidemment inévitable quand on démarre dans un nouveau domaine, avec les bonnes informations, je pense que vous pouvez vraiment gagner du temps et, dans le cas de la bourse, de l'argent. Cela fait 3 ans et demi que j'investis sérieusement en bourse. Et lorsque je regarde les différentes erreurs que j'ai pu commettre durant mon parcours, il y en a 3 qui me sautent particulièrement aux yeux. 3 erreurs qui, je pense, m'ont fait perdre beaucoup de temps et d'argent. Du coup, je me suis dit que ça serait cool de justement vous faire une vidéo où je vous montre concrètement ces 3 erreurs. Parce que même si aujourd'hui j'ai la chance d'avoir un peu plus de 140 000 € sur mes comptes de bourse, je pense que si je n'avais pas commis ces 3 erreurs, mes comptes seraient plutôt autour des 200 000 € maintenant. On peut donc dire que ces 3 erreurs m'ont coûté près de 60 000 €. Même si aujourd'hui vous avez un plus petit capital, je pense qu'apprendre à éviter ces erreurs dès le départ peut vous faire économiser beaucoup d'argent et vous donner un sacré avantage par rapport aux autres investisseurs débutants en bourse. Aujourd'hui, plutôt que de vous montrer les endroits où j'ai réussi, ce qui est évidemment un petit peu facile, j'ai envie de vous montrer les endroits où je me suis littéralement planté, les erreurs que j'ai faites et évidemment les leçons importantes que j'en ai tirées. J'espère que ce programme vous plaît, on est parti sur ces 3 erreurs. Une erreur importante que j'ai fait à mes débuts, c'était simplement d'acheter les entreprises parce qu'elles n'étaient pas chères ou parce qu'elles avaient un gros rendement de dividendes. Malheureusement, très souvent, si une entreprise n'est pas chère, c'est qu'il y a une bonne raison. Vous savez, c'est un peu comme une promotion de moins 80% sur un site internet. C'est un petit peu trop beau pour être vrai et souvent, une fois qu'on a acheté le produit en question, on se rend compte que la qualité n'est pas au rendez-vous. Avec le recul, on se dit qu'il aurait mieux valu finalement payer plus cher et obtenir un objet de meilleure qualité qui dure dans le temps. Eh bien, c'est exactement pareil en bourse. Il vaut souvent mieux payer plus cher et obtenir une action de meilleure qualité qu'on va pouvoir garder sur le long terme. Comme le disait très bien Warren Buffett, mieux vaut une entreprise incroyable à un prix juste qu'une entreprise juste à un prix incroyable. N'oubliez pas que le succès de votre investissement dépend du succès de l'entreprise qui est derrière votre action. Même si sur le court terme, les marchés ont tendance à faire un peu n'importe quoi et qu'on peut voir des actions de mauvaise qualité prendre beaucoup de valeur, sur le long terme, 10 ans et plus, les études sont formelles. 95% de la performance d'une action s'explique par un retour à ses fondamentaux. Un prix qui fait sens par rapport aux bénéfices et la croissance que l'entreprise a généré. En clair, si comme moi, vous souhaitez investir sur le long terme, vous devriez avant toute chose chercher à sélectionner des entreprises de qualité qui vont avoir un grand succès commercial et qui vont être capables d'augmenter leurs bénéfices chaque année. Avec ces actions de qualité, plus le temps passe et plus vous gagnez de l'argent car l'entreprise réussit de mieux en mieux. Au contraire, avec les actions de mauvaise qualité, plus le temps passe et plus vous perdez de l'argent
car l'entreprise continue de galérer. Donc voilà, faites attention aux trop bonnes affaires en bourse. Ce n'est pas parce qu'une action est à 5 € qu'elle ne peut pas descendre à 1 €, voire même à 0. Aussi, souvenez-vous que quand le prix d'une action a énormément baissé, ça veut dire que beaucoup d'investisseurs s'en éloignent et ne croient plus en son succès futur. Alors, peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'ils ont tort. L'idée, ça va être de mener votre propre enquête pour déterminer si cette baisse est justifiée ou pas. Voici quelques exemples de questions que je me pose lorsque je mène mon enquête sur la qualité d'une entreprise. Comment cette entreprise gagne-t-elle de l'argent ? Depuis combien de temps existe-t-elle? Est-ce qu'elle est parvenue à augmenter son chiffre d'affaires avec le temps? Évidemment, les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Mais je préfère quand même 100 fois investir dans une entreprise comme Pepsi, qui depuis 20 ans augmente ses bénéfices avec une moyenne de 7% par an, que dans une entreprise comme Air France qui, une année sur deux, perd de l'argent. Je vous invite aussi à regarder le bilan comptable de l'entreprise. Est-ce que cette entreprise n'a pas trop de dettes par rapport à son capital? Et est-ce qu'elle sera capable de rembourser ses dettes grâce à sa trésorerie, grâce à son cash flow? Aussi, est-ce qu'elle possède une bonne notation financière? Vous avez par exemple cette étude qui a montré que plus la notation financière d'une entreprise était élevée, moins il y avait de chances que celle-ci fasse faillite sur les 30 prochaines années. Si l'entreprise que vous analysez verse un dividende, depuis combien de temps le verse-t-elle et est-ce qu'elle est parvenue à l'augmenter chaque année? Aussi, est-ce que celui-ci est bien sécurisé et couvert par les bénéfices de l'entreprise? Est-ce qu'elle est à l'aise pour le verser? Je préfère par exemple les 2-3% de dividendes de Johnson & Johnson qui ont une note de sécurité de 99 sur SimpliSafe et qui sont versés sans interruption depuis 58 ans, que les 4% de dividendes de Orange qui ont une note de sécurité de seulement 30 et qui ont déjà été plusieurs fois coupés par le passé. Bien sûr, en plus du passé et du présent, je vous invite aussi à regarder le futur de cette entreprise. Quels sont les plans de l'entreprise pour continuer de se développer? Quelles sont les prévisions des analystes sur la croissance de l'entreprise sur les 5 prochaines années? Est-ce que vous voyez cette entreprise cartonner dans les 10 ans qui viennent? Est-ce que en 2030, il y aura toujours de la demande pour les produits et les services que propose cette entreprise? Bon, alors évidemment, prédire le futur, ce n'est pas un exercice simple et souvent on peut se tromper. Mais quand même, en tant que consommateur, je pense qu'on est capable de voir les grandes tendances se dessiner. Par exemple, il y a 10 ans, quand j'étais encore au lycée et que j'ai pu télécharger et jouer gratuitement à League of Legends 100% en ligne, je me souviens très bien m'être dit: waouh, ça va être chaud pour les entreprises qui vendent des jeux vidéo en physique comme les Micromania. Et en effet, 10 ans plus tard, l'action GameStop qui possède les Micromania est à moins 19%, tandis que l'action Tencent qui possède League of Legends a vu son cours multiplié par 17. Pour savoir si votre entreprise a une chance de survivre et de réussir dans le futur, une chose très importante que vous devriez aussi regarder de près, c'est si cette entreprise a des avantages compétitifs. Les Anglais parlent de moat, des douves qui protègent le château fort de l'entreprise et repoussent ses envahisseurs. Ici, on cherche toutes les raisons qui rendent cette entreprise résistante et plus forte que ses concurrents. Elle peut posséder des avantages grâce à son nombre d'utilisateurs, à sa taille, à ses coûts de production, à ses brevets déposés, à la reconnaissance de sa marque. Un exemple connu ici évidemment, c'est Apple qui peut se permettre de vendre ses téléphones beaucoup plus cher que ses concurrents, tout simplement car beaucoup de gens adorent l'interface iOS et ne souhaitent pas la quitter. Voici les sites principaux que j'utilise pour trouver toutes ces informations concernant les entreprises que j'analyse. Alors attention, par contre, la majorité de ces sites sont en anglais et sont payants, mais vous en avez certains qui ont quand même une partie gratuite et certains aussi qui sont en français. Une fois que vous avez mené votre enquête et noté toutes les informations importantes concernant cette entreprise, je vous invite à conclure votre analyse en donnant une note finale de qualité à cette entreprise. Personnellement, ce que je fais, c'est comme pour les étoiles Michelin. 0 étoile, c'est la majorité des entreprises, c'est la majorité des restaurants. 1 étoile, c'est déjà très bien. 2 étoiles, c'est excellent. Et 3 étoiles, c'est vraiment l'élite des business. Ensuite, la règle que j'applique dans mon portefeuille est très simple. Je privilégie les actions à 2 et 3 étoiles et je n'achète jamais
une entreprise qui n'a pas au moins une étoile de qualité. La dernière action que j'ai achetée sur mon portefeuille principal, c'est une entreprise à 2 étoiles dans le secteur de la santé qui devrait, selon mes calculs, me rapporter environ 16% de rendement par an. Si vous souhaitez voir la vidéo complète où j'analyse en détail pendant 20 minutes cette entreprise, je vous invite à simplement cliquer sur le premier lien dans la description et me laisser votre adresse email sur cette page et je vous enverrai la vidéo. La deuxième erreur que j'ai longtemps commise, c'est l'exact opposé de la première. C'est tout simplement de sélectionner des actions de qualité mais de les payer beaucoup trop cher. Bien sûr, comme dans la vraie vie, lorsqu'on souhaite obtenir des objets de qualité, il va falloir généralement payer plus cher. Mais attention, en bourse, il y a quand même des limites. En fait, il faut que le prix de l'action que vous payez fasse sens par rapport aux résultats actuels de l'entreprise et de ses estimations futures de croissance. Même si cela varie beaucoup selon les différents secteurs d'activité, vous pouvez retenir qu'une bonne moyenne pour une entreprise qui a une croissance modérée, entre 3 et 7% par an, c'est de payer environ 15 fois ses bénéfices annuels. Un P ratio, un Price to Earning Ratio, un PER de 15. Bien sûr, si cette entreprise a des gros avantages compétitifs, des contrats garantis, une marque forte, vous serez peut-être prêt à payer un PER plus élevé que 15, peut-être 16, 17, voire même 18. Vous allez aussi généralement payer plus cher les bénéfices des entreprises qui ont de fortes croissances. Si par exemple vous analysez une entreprise qui réalise environ 25% de croissance par an, un PER autour des 25 par rapport à ses bénéfices ou son cash flow, sa trésorerie, pourrait être un PER justifié. Dans tous les cas, vous l'avez compris, une fois que vous avez trouvé une action de qualité, il est vraiment important que vous cherchiez à faire une bonne affaire et vous retrouver à payer un prix juste pour cette action, pas un prix délirant. Ce qui est vraiment important de comprendre ici, et c'est vraiment quelque chose que je ne comprenais pas avant, c'est que même si votre entreprise est d'une excellente qualité et cartonne sur les 10 prochaines années, si à la base vous avez payé cette entreprise trop cher, vous risquez de ne rien gagner avec votre action. Voici un exemple très parlant. Cisco est une entreprise qui vend des systèmes informatiques aux entreprises. Sur les 20 dernières années, vous voyez que ses résultats sont vraiment impeccables. On a une magnifique augmentation des bénéfices de l'entreprise d'environ 8,5% par an. La courbe orange que vous voyez sur le graphique, elle correspond au prix de l'action si elle s'échangeait à 15 fois ses bénéfices annuels, donc un PER de 15. Dans les années 2000, si vous aviez acheté Cisco à un PER de 15, vous auriez sûrement gagné beaucoup d'argent. Puisque, comme je l'ai dit, sur le long terme, la courbe de prix d'une entreprise a tendance à rejoindre celle de ses bénéfices. Sauf que lorsqu'on rajoute la courbe noire du prix de Cisco sur le graphique, vous voyez que cette entreprise s'est changée pour bien plus qu'un PER de 15 dans les années 2000. Et le pire, c'est évidemment durant la bulle Internet. À son pic, en août 2000, juste avant sa chute, l'action Cisco se vendait à 68 $, soit un PER de, tenez-vous bien, 132 fois ses bénéfices de l'année 2000. Alors oui, c'était une entreprise de très bonne qualité et très prometteuse. La preuve, elle a eu d'excellents résultats financiers sur les 20 années qui ont suivi. Mais si vous aviez acheté cette action en août 2000 en pleine bulle au prix complètement fou de 68 $, vous seriez encore aujourd'hui, 20 ans plus tard, en perte sur cet investissement. La morale de cette petite histoire, c'est que même quand on parle d'entreprises de très bonne qualité, vous devriez toujours chercher à payer un prix qui fait sens. Sinon, il sera toujours très dur pour vous de gagner de l'argent avec cette action. Bon, évidemment, en 2020, je ne peux pas parler de prix complètement délirants par rapport aux fondamentaux, sans parler de Tesla. Au moment où j'enregistre cette vidéo, Tesla vient d'atteindre les 500 milliards de dollars de capitalisation. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 25 fois la capitalisation de Peugeot Citroën, alors que Tesla produit et vend 7 fois moins de voitures. On est sur un magnifique PER de 276 par rapport à ses bénéfices et de 140 par rapport à son cash flow. Alors voilà, même si c'est une excellente entreprise qui fait de superbes voitures, il va falloir que Tesla génère une croissance complètement hallucinante sur les 20 prochaines années
pour justifier son prix actuel. Selon moi, même si l'entreprise est vraiment top niveau qualité et management, son prix d'aujourd'hui reste complètement délirant. Et je pense qu'il sera dur, même pour un investisseur long terme, de gagner de l'argent avec un tel prix de départ. Évidemment, on verra, peut-être que l'avenir me donnera tort, mais l'histoire a quand même tendance à se répéter. Et je vois bien Tesla stagner pendant de longues périodes à ces prix-là, ou alors carrément subir une baisse importante à un moment, comme ce qui s'est passé finalement pour Cisco. La dernière erreur que j'ai commise et qui m'a coûté beaucoup d'argent, c'est tout simplement de vendre mes actions trop tôt. Tous les grands investisseurs vous le diront, c'est en gardant vos actions sur le long terme, 10 ans et plus, que vous allez pouvoir vraiment gagner des sommes importantes en bourse. Malheureusement, aujourd'hui, on peut vendre très facilement nos actions sur notre courtier en ligne en 2 petits clics. Et on se trouve toujours une bonne excuse pour le faire. Le prix est descendu. Ah mince, il va falloir vite que je vende cette action pour limiter les dégâts. Le prix ne bouge pas. Ah bah dans ce cas-là, autant vendre cette action et investir dans une autre action qui bougera plus. Le prix est monté. Ah vite, il faut que je vende cette action pour pouvoir prendre mes profits. Tout ça, ce sont évidemment des mauvaises raisons de vendre, car elle se base uniquement sur le prix de l'action et pas sur ce qui se passe concrètement dans l'entreprise qui est derrière celle-ci. Or, on l'a vu ensemble, ce qui détermine la valeur finale d'une action sur le long terme, ce sont les résultats financiers de l'entreprise. Donc, lorsque vous avez envie de vendre une de vos actions, je vous invite à vous poser cette question simple. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de terrible dans cette entreprise qui va l'empêcher de gagner de l'argent sur les 10 prochaines années? Vous verrez que si votre entreprise est de qualité, très souvent, la réponse sera négative et qu'il n'y aura donc pas de raison valable de vendre cette action. Si vous avez bien suivi les étapes précédentes, que vous avez acheté une action de qualité à un prix juste et que celle-ci continue de bien fonctionner, alors croyez-moi, tôt ou tard, vous allez gagner de l'argent. Il faut juste apprendre à rester patient. Car certaines entreprises peuvent rester sous-évaluées pendant de longues périodes de temps. En fait, je vous invite à voir vos actions un peu comme des biens immobiliers. Ce n'est pas parce que pendant 2 mois, vous ne trouvez pas de locataire que votre bien ne vaut plus rien et qu'il faut le vendre au premier inconnu à moins 50%. Toutes les entreprises, même les entreprises d'excellente qualité, traversent des périodes un peu plus difficiles. Et vous ne pouvez pas vendre votre entreprise à chaque fois qu'il y a un petit problème, sinon vous en sortirez pas. Il faut vraiment apprendre à accepter ces périodes un peu plus difficiles pour ressortir gagnant sur le long terme. Aussi, vous le verrez sur les marchés, les gens trouveront toujours une bonne raison de s'inquiéter et d'être pessimistes. Sur le court terme, les marchés, guidés un coup par la cupidité, un coup par la peur, sont complètement irrationnels et votre action peut se retrouver à perdre de la valeur alors que l'entreprise qui est derrière celle-ci continue de bien fonctionner. Un bon exemple de ça, c'est évidemment ce qui s'est passé en mars dernier, où quasiment toutes les actions ont perdu 20% de leur valeur en seulement 30 jours, même celles qui, au final, allaient le plus bénéficier de cette période, comme par exemple Netflix ou encore Amazon. J'ai trouvé cette baisse clairement excessive et voici ce que j'ai dit dans ma vidéo du 17 mars au moment où la crise démarrait en bourse. Clairement, ce qui se passe en ce moment avec le virus, ça va avoir un impact dans l'économie. Ça a déjà un impact sur l'économie. Mais la vraie question à se poser, c'est est-ce qu'on finira pas par s'en remettre? Est-ce que ça va vraiment empêcher toutes les entreprises du monde d'avoir de la croissance pendant les 10 prochaines années? Je pense que non. Et si on regarde l'histoire, on constate qu'on a souvent eu comme ça des moments d'incertitude qui ont fait baisser les marchés. Mais ces crises ne durent qu'un temps et l'économie finit toujours par repartir. Voilà, vous l'avez compris, je voyais vraiment plus cette situation comme un problème qui allait impacter les entreprises sur le court terme pendant 1 ou 2 ans et pas comme un problème long terme qui allait les empêcher de gagner de l'argent sur les 10 prochaines années. Et comme vous le voyez sur quelques plus-values que j'ai pu réaliser depuis, je suis très content d'avoir acheté les actions durant cette période. Vous pouvez retenir que même si le chemin vers vos bénéfices en bourse est rarement en ligne droite, la vérité finit toujours par éclater et sur le long terme, la courbe du prix d'une entreprise finira toujours par rejoindre celle de ses résultats économiques. La formule pour avoir du succès en bourse, elle est donc simple. Acheter des entreprises de qualité à un prix juste et tant que leurs résultats financiers restent corrects, gardez-les le plus longtemps possible, même si leur prix baisse pendant
quelques mois, voire même quelques années. Bon, évidemment, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que, je sais pas vous, mais moi, quand je vois du rouge sur certaines de mes positions dans mon portefeuille, eh bien j'ai un petit peu envie, vous savez, de les vendre rapidement, d'encaisser la perte et de simplement passer à autre chose. Mais aujourd'hui, je le sais, dans 95% des cas, c'est une erreur de vendre à ce moment-là. Parce que souvent, quelques temps plus tard, vous allez voir cette même action repartir à la hausse et à ce moment-là, vous allez vous sentir très bête de l'avoir vendu à son prix bas. Voilà, je le sais bien parce que j'ai commis cette erreur à de nombreuses reprises. Voici donc 3 conseils pour vous éviter de faire la même erreur que moi. Primo, je vous invite à ne pas regarder trop souvent les news économiques ou même votre portefeuille de bourse. Parce que ça va simplement vous générer du stress et que vous allez vous inquiéter pour rien du tout. Secondo, je vous invite plutôt à vous concentrer sur les dividendes que vous percevez plutôt que sur vos plus-values. Parce que même si les montants des dividendes sont généralement beaucoup plus faibles, ils sont aussi beaucoup plus stables. Et voir ces revenus passifs de dividendes grandir de mois en mois, d'année en année, c'est hyper rassurant et hyper motivant. Avec les dividendes, vous êtes en quelque sorte payé pour garder vos actions, payé à attendre. Enfin, lorsque vous achetez une action, je vous invite à vraiment prendre votre temps pour l'analyser et une fois que vous êtes sûr que c'est la bonne, vous engagez à la garder pendant au moins 10 ans. Je sais, 10 ans c'est long, mais c'est vraiment le temps nécessaire pour que l'action réalise son plein potentiel. Et à nouveau, vous serez payé par les dividendes pendant toute cette durée de détention. Je pense que vous le savez sûrement, les gens qui réalisent les plus belles plus-values en immobilier sont souvent des gens qui ont acheté leurs biens il y a 10-20 ans. Eh bien, c'est exactement pareil pour la bourse. Récemment, on parlait d'investissement avec mon père et il m'a montré un vieux PEA qu'il a ouvert il y a plus de 10 ans. À l'intérieur, il y a des actions Safran qu'il a acheté en 2007 à, tenez-vous bien, 17,13 €. Aujourd'hui, l'action Safran cote à 123 €. Mon père a donc multiplié son argent par 7. De voir concrètement ces résultats sur l'écran, ça m'a vraiment rappelé la puissance et l'importance d'acheter des actions et de les garder sur le long terme. Personnellement, ce que je fais désormais pour me motiver à garder mes actions sur le long terme, c'est en fait que j'affiche automatiquement sur mon fichier Google Sheet le nombre de jours qui s'est écoulé depuis mon achat. Et du coup, c'est un petit peu motivant parce que chaque jour qui passe, vous avez l'impression de progresser vers cet objectif final de possession de 3650 jours. Voilà, l'idée c'est de faire un petit peu comme si votre argent était bloqué dans ces actions et que vous n'aviez pas le droit de toucher au jackpot avant 10 ans. Je fais cet exercice depuis 5-6 mois et j'ai réalisé quelque chose de très simple. Plus je garde longtemps mes actions, et plus celle-ci affiche des gros chiffres en vert. Voilà donc les amis, ce qui sont pour moi les 3 plus grosses erreurs que vous devez éviter quand vous vous lancez dans les investissements en bourse. Erreur numéro 1, acheter des entreprises de mauvaise qualité. Pour être gagnant sur le long terme, on a vu qu'il fallait toujours sélectionner des entreprises qui ont des avantages compétitifs et de bons résultats financiers. Erreur numéro 2, acheter des entreprises trop chères. On a vu que même lorsque vous avez une entreprise de qualité, vous devez toujours chercher à faire des bonnes affaires et vérifier que le prix de l'action fasse sens par rapport aux bénéfices de l'entreprise. Et enfin, erreur numéro 3, paniquer et vendre vos actions sur le court terme. On a vu que les baisses de prix sont fréquentes et sont tout à fait normales. Il faut les accepter et garder vos actions au moins pendant 10 ans pour réaliser leur plein potentiel. Voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu et si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à rejoindre la méthode Trident. C'est ma toute nouvelle formation complète sur la bourse avec un peu plus de 40 vidéos dans laquelle je vous accompagne étape par étape vers le succès dans vos investissements boursiers. À l'intérieur, j'aborde toutes les choses essentielles pour bien démarrer, comme le choix du courtier, la fiscalité ou encore les stratégies à utiliser pour protéger votre capital. Et surtout, chaque mois, je vous enverrai les 3 actions qui me semblent les plus intéressantes en ce moment sur le marché. Et j'irai en acheter pour 500 € en direct avec vous sur mon portefeuille principal. Je suis vraiment désolé, mais si je n'ai pas posté depuis 6 mois sur YouTube, c'est parce que je bossais comme un fou sur ce projet qui me tenait à cœur. J'ai bien galéré pour lui donner vie,
mais je suis hyper fier du résultat final. C'est vraiment le programme que j'aurais adoré avoir lorsque j'ai démarré et je pense que c'est le programme idéal si vous êtes sérieux sur la bourse et que vous souhaitez avoir un maximum de résultats et de dividendes grâce à vos investissements. Bon, j'arrête l'auto-promo, le lien est dans la description. Aussi, je voulais profiter de ce retour en vidéo pour vous adresser un grand merci. Car dans quelques jours, cela fera 1 an pile que j'ai lancé cette chaîne YouTube. Le 8 décembre 2019, je postais la toute première vidéo sur cette chaîne et je vous avoue que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. J'espérais vraiment que ça allait plaire, que ça allait trouver son public, mais au fond de moi, j'étais rempli de doutes. 1 an plus tard, la chaîne a reçu plus de 300 000 vues et vous êtes un peu plus de 10 000 à vous être abonnés. C'est juste énorme. Vivre de ma passion pour la bourse, c'est un rêve qui est en train de se concrétiser pour moi et c'est vraiment 100% grâce à vous. Donc encore une fois, un grand merci pour votre soutien infaillible, même quand j'arrête de poster pendant 6 mois. Vous êtes les meilleurs. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de Noël, profitez bien de vos proches et moi évidemment je vous donne rendez-vous en 2021 pour des nouvelles vidéos. C'était Roman, ciao et bon investissement.